Bonjour Monsieur Chex, je suis Mehdi, de la classe de 6e média, du collège Lassine. Nous sommes heureux de vous accueillir au collège. Pourriez-vous vous présenter et nous donner votre métier, s'il vous plaît? Bonjour Mehdi, bonjour à tous et à toutes. Alors je m'appelle Marc Chex, j'ai 72 ans, je suis journaliste retraité, donc ça peut vous intéresser au niveau de la classe média. J'ai passé 26 ans dans le journal Nice Matin. Je suis également élu au conseil municipal où je suis délégué au patrimoine. Le patrimoine, c'est tout ce qui concerne l'histoire de la ville et en même temps la géographie. C'est-à-dire, je suis celui qui, en principe, connaît le mieux l'histoire de la ville. Et c'est un peu vrai parce que depuis que j'avais déjà votre âge, je m'intéresse à l'histoire de la ville. Et c'est pour ça que j'ai demandé à être délégué au patrimoine les 2 fois où j'ai été élu à la mairie, entre 2008 et 2014, et encore cette année, depuis 2020, puisque nous avons été réélus en 2020. Alors, l'histoire du patrimoine, ça me passionne, et je vois que ça vous intéresse vous aussi, à travers cette histoire de l'eau Avance. Alors, juste en 2 mots, l'eau Avance, c'est 3 histoires mélangées, celle des sources, des fontaines et des rivières. Alors, maintenant, on peut commencer avec les questions. Est-ce que vous pourriez nous dire qui a découvert les vertus de l'eau à Vence? Alors, il y a 2 choses. Il y a d'abord l'eau. Vence et l'eau, c'est une très vieille histoire, parce que l'eau était là bien avant nous, et elle y sera, heureusement, bien après nous. Mais les premiers qui se sont intéressés à la manière d'utiliser l'eau, ce sont les Romains, au IIe siècle. Alors on dit que c'est à peu près entre l'année 170 et l'année 190, donc c'est il y a très longtemps, et les Romains avaient déjà tout compris, c'est-à-dire qu'ils ont installé un aqueduc. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un aqueduc, c'est une construction qui est faite pour emmener de l'eau d'un endroit à un autre. Et les Romains avaient tout de suite eu l'idée de relier la ville à la source, qui était la source principale à l'époque, la source de la Foux, F-O-U-X. C'est celle qui alimente notamment les fontaines, mais on en reparlera tout à l'heure. Donc les Romains qui avaient tout compris ont installé un aqueduc qui faisait à peu près 3 km et qui venait de l'endroit où se trouve la source de la Foux, c'est-à-dire sur la route du col de Vence, un petit peu après le château Saint-Martin, jusqu'à la ville, à travers une construction en pierre qui emmenait l'eau jusqu'à la ville, jusqu'au village. C'est-à-dire il y a à peu près 3 km entre la source de la Foux et le village. Et c'est donc comme ça que le village a été alimenté à l'époque des Romains, donc au IIe siècle, grâce à cet aqueduc. Alors aqueduc, pourquoi? Parce que aqua, c'est l'eau, et ductus, c'est conduire. Donc conduire l'eau, ça devient aqueduc. Et il faut savoir que des aqueducs, il y en a un petit peu partout en France, partout où il y a eu besoin de transporter de l'eau d'un endroit à un autre. Alors malheureusement, il ne reste plus rien maintenant de cet aqueduc, sinon une pierre, un vestige romain qui est scellé dans un mur de la cathédrale, où on voit encore quelques lettres qui signalent l'aqueduc, parce que bon, ça remonte au IIe siècle, donc il y a quasiment un peu plus de 2000 ans. Voilà, mais c'est les Romains qui avaient eu la bonne idée de transporter l'eau jusqu'à la ville, à tel point que la ville, du temps des Romains, était ce qu'on appelle une ville thermale. C'est-à-dire que c'était une ville qui attirait la bourgeoisie romaine, et les grands bourgeois romains venaient à Vence pour y prendre des bains. Maintenant, l'équivalent, ça serait les grandes villes thermales comme Vichy, par exemple, où les gens se déplacent pour aller faire des cures de rajeunissement ou d'assainissement et pour se remettre en bonne santé. Et du temps des Romains, Vence était donc une ville importante parce que c'était une ville thermale grâce à ces eaux qui étaient transportées par l'aqueduc. Est-ce que vous pourrez nous dire combien y a-t-il de fontaines à Vence? Alors, c'est une bonne question, parce que c'est quelque chose qui m'a intéressé depuis très longtemps. Alors, pour l'instant, j'en ai déterminé 19. Voilà. Il y en a très peu dans la cité historique. Les 2 plus importantes sont soit dans la cité historique, soit à l'extérieur. Alors, je dis les 2 plus importantes parce que ce sont les 2 qui sont les plus visibles. Ce sont 2 monuments. Il y a celle de la fontaine du Perrat, qui est juste à l'entrée de la ville, quand on arrive par la place du Grand Jardin,
et qu'on passe par le porche du Pérat, qui date de 1582, du XVIe siècle donc. Et juste derrière, on découvre la fontaine du Pérat, qui est une fontaine qui date de 1822, ce qui vous fait souvenir que l'année prochaine, elle aura 200 ans, comme sa sœur qui est à la place Antony Mars. Et donc, les deux fontaines qui datent de 1822, qui ont été réalisées par le même architecte, avec la même pierre, qui est une pierre qui est extraite dans une carrière qui est à la Sine, pas très loin d'ici. Et donc, elles ont la particularité d'avoir remplacé deux autres fontaines qui étaient du XVIe siècle, puisque la première fontaine opéra a été construite en 1539, c'est-à-dire au XVIe siècle, et la fontaine extérieure qu'on appelle la basse fontaine, alors que bizarrement c'est la plus haute de la ville, mais c'est toujours appelé basse fontaine, parce qu'à l'époque il y avait une fontaine très basse qui servait surtout pour les animaux, on en reparlera tout à l'heure avec une autre question, et cette fontaine basse d'ailleurs qui a été déplacée, qui se trouve maintenant en place du Grand Jardin, où elle était d'abord installée en 1822 à la basse fontaine, et elle a été déplacée en 1961. Elle est maintenant dans l'allée des fleuristes à la place du Grand Jardin, où vous pouvez la voir. Donc voilà, ce sont les deux fontaines les plus importantes, mais il y en a 19. Alors pour ceux que ça intéresse, je donnerai tout à l'heure l'endroit où se trouvent ces fontaines. Comme ça vous permettra de faire en gros le tour de la ville et des environs pour aller les voir. Alors toutes ne sont pas alimentées par la Foux, mais la grande majorité sont alimentées par l'eau de la Foux, dont je parlais tout à l'heure, et qui avait été captée par les Romains. Voilà, donc on peut dire qu'il y a une petite vingtaine de fontaines à Vence, et c'est l'autre particularité de la ville. Et on aime bien dire que les Vensois mourront peut-être un jour de faim, mais certainement jamais de soif. Merci beaucoup. Par quels moyens sont-elles alimentées? Alors, les eaux de la Foux, donc des fontaines, principalement celles qui viennent des sources de la Foux, sont alimentées par des tuyaux qui étaient à une époque reliés tous à l'aqueduc. Mais depuis que l'aqueduc a disparu, on a installé évidemment, à partir des années 40 et 50, un circuit de tuyaux qui permet d'alimenter à la fois les fontaines, mais également les maisons. Pourquoi je parle des appartements et des maisons, notamment les maisons de la cité historique? Parce que la source de la Foux était surtout réservée aux fontaines, mais un jour s'est posé la question d'alimenter également les appartements, parce que pendant très longtemps, les Vensois se déplaçaient pour aller aux fontaines, pour aller chercher de l'eau. Alors, aux deux principales fontaines dont je vous ai parlé tout à l'heure, la Foux et la basse fontaine, mais aussi à une autre fontaine qui s'appelle la Fontaine Vieille, et que peu de Vensois connaissent, parce qu'elle est dans une petite rue qui s'appelle d'ailleurs la rue de la Fontaine Vieille, juste à côté de l'ancienne maison des jeunes et de la culture, donc qui est maintenant le service Vence Culture, où se trouve la salle des Meules, qui accueille quelquefois des concerts et des rencontres artistiques. Et dans cette rue se trouvait ce qu'on appelle la Fontaine Vieille, et qui servait à l'époque aux Vensois qui se déplaçaient pour aller chercher l'eau pour la consommation, c'est-à-dire pour boire et pour faire la cuisine. Et les fontaines étaient surtout réservées aux animaux, mais on en parlera tout à l'heure, parce que les Vensois à l'époque étaient équipés, toutes les familles vensoises possédaient un âne ou un mulet, parce qu'il s'agissait de les utiliser pour aller travailler dans les champs, et la plupart des villes de la cité historique toutes les familles possédaient un mulet ou un âne. Et c'est intéressant d'ailleurs, quand on retraverse la ville, on retrouve des anneaux qui s'appellent des anneaux d'attache, et que les anciens appelaient les anneaux de crèche, qui servaient à attacher les mulets et les ânes devant les maisons. Et il faut savoir qu'à l'époque, le rez-de-chaussée, c'est-à-dire la porte qui était au niveau de la rue, était celle de l'étable. Et les gens habitaient au premier étage ou au deuxième, et ils avaient une cave et un grenier où ils gardaient leurs réserves et tout ce qui concernait les travaux du champ. Parce qu'il faut se rappeler qu'à une époque, tous les Vensois travaillaient dans les champs autour de la cité historique, c'est-à-dire de la vieille ville. Merci pour cette pertinente information. Est-ce qu'il y avait un emplacement stratégique pour la construction de ces fontaines? Alors, peut-être pas un emplacement stratégique, mais ce qu'il fallait étudier au tout début, lorsqu'on a construit les premières fontaines, donc les deux plus importantes dont je vous ai parlé, c'était qu'elles aient un aspect pratique pour les Vensois. C'est pour ça qu'elles sont construites toutes les deux, soit dans la cité historique en ce qui concerne la fontaine du Pérat, soit juste à côté de la cité historique, c'est-à-dire place Antony Mars. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la place Antony Mars, c'est la place que l'on emprunte juste au moment où on prend la route qui descend vers la piscine.
Voilà, on descend, c'est l'avenue Colonel Meyer. Et juste au début de cette avenue se trouve la basse fontaine, qui est facilement repérable parce que c'est la plus haute. Elle a un fût qui fait à peu près presque 3 mètres de haut et qui a la particularité d'avoir été réalisée dans une seule pierre qu'on a trouvée dans la carrière de la Cine et qui a permis de tailler dans une seule pierre un fût qui fait quasiment 3 mètres de haut. Donc ces deux fontaines ont été construites à des endroits, du coup, qui deviennent stratégiques parce qu'il fallait qu'elles ne soient pas très loin de la cité historique parce qu'elles permettaient aux Vansois d'y aller à pied et elles permettaient aussi aux Vansois d'y aller avec leurs ânes ou leurs mulets. Et il y a d'ailleurs pas mal de cartes postales anciennes où on voit les Vansois avec leurs ânes et leurs mulets qui vont chercher de l'eau à la fontaine. Et ensuite, un certain nombre des 19 fontaines qui existent désormais ont été construites un petit peu partout autour de la ville, mais d'une manière parfois assez éloignée, justement parce qu'elles correspondaient au moment où la ville s'est développée et on a construit en dehors de la cité historique, puisque maintenant on a l'impression qu'il y a des maisons partout, entre Vence et Saint-Paul ou entre Vence et Tourette. Et les fontaines ont été construites dans des quartiers où elles permettaient d'alimenter les familles qui s'étaient installées à l'extérieur de la ville. Merci. Avec plaisir. Est-ce que certaines avaient une utilité pour les animaux? Alors ça aussi c'est une bonne question, comme toutes les questions que vous avez posées d'ailleurs. Merci d'avoir travaillé sur le sujet. Et alors évidemment, les fontaines avaient une grande importance pour les animaux, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, la plupart des familles qui habitaient dans la cité historique et qui partaient travailler à l'extérieur du village, dans les campagnes alentours, avaient besoin d'utiliser soit un mulet, soit un âne. Et ces animaux, évidemment, devaient se désaltérer un peu comme leur maître. Et on faisait des réserves pour eux et pour les familles à la fontaine. Donc les deux fontaines les plus importantes de la ville concernaient également leur utilisation pour les animaux. Combien de lavoirs comptait Vence? Alors à Vence, il y a un seul lavoir, qui existe toujours d'ailleurs. Il est sur l'avenue des Poilus. Alors l'avenue des Poilus, c'est la rue qui prolonge celle du cinéma. Vous voyez où est le cinéma? Il est dans l'avenue Henri Isnard. Et quand on continue un petit peu plus loin, on arrive dans l'avenue des Poilus, après l'avenue Élise. Et le lavoir se situe là depuis le milieu du 19e siècle, puisqu'on considère que dans son état actuel, il a été terminé aux alentours de 1860. Donc il y est, et à l'époque, les Vansoises, surtout, parce qu'il s'agissait des dames, allaient au lavoir pour faire leur lessive, la plupart du temps. Et il y avait une espèce de bousculade. Tout le monde voulait arriver en premier pour s'installer près de la fontaine, qui est d'ailleurs juste à côté du lavoir, dans l'avenue du Poilu, parce que c'était là que l'eau était la plus propre. Donc les gens se bousculaient pour arriver les premiers, les dames se bousculaient pour arriver les premières, pour s'installer le plus près de la fontaine possible, là où à l'endroit où l'eau arrive un petit peu plus propre. Parce qu'au fur et à mesure, quand vous voyez le lavoir, il est assez long, il doit faire une vingtaine de mètres de long, et les dames s'installaient les unes à côté des autres, et celles qui étaient un petit peu plus loin, vers le bout de la file, un petit peu plus loin de la fontaine, utilisaient une eau qui était un petit peu moins propre que celle qui était près de la fontaine. Donc c'était intéressant. Alors, au fur et à mesure qu'il y a eu l'eau dans les appartements, alors ça me permet de revenir aussi sur la question précédente concernant l'alimentation de l'eau dans la ville, qui concernait à la fois les fontaines et les appartements. Il faut savoir que l'eau n'est arrivée dans les appartements, à la fois ceux de la cité historique et ceux de l'extérieur, qu'à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire en 1886. Jusque-là, les Vansois devaient se déplacer à l'extérieur pour aller chercher l'eau à toutes les fontaines. Donc les installations de tuyaux ont permis d'être accélérées à la fin du 19e, et tous les appartements ont été alimentés par l'eau, ce qu'on appelle l'eau courante, qui était la source du Rioux, et non pas la source de la Foux. Puisqu'il y a deux sources à Vence, la source de la Foux qui avait été captée par les Romains, et la source du Rioux qui a été captée un peu plus tard par les responsables de la ville, qui avaient fait le même travail que les Romains, mais 2 siècles plus tard, plusieurs siècles plus tard, et qui ont donc capté les eaux du Rioux. Alors ce qu'il faut savoir au niveau des sources, c'est assez impressionnant d'ailleurs, c'est que la source de la Foux produit 20 litres par seconde, c'est-à-dire 1200 litres à la minute, et la source du Rioux produit 10 litres 67 à la seconde,
c'est-à-dire 64 litres, 73 à la minute, mais avec les sourcés, elle développe un petit peu plus que 10 litres, elle arrive presque à 70 litres par seconde, ce qui fait 3883 litres 80 par minute, ce qui fait un peu plus de 3 mètres cubes. Ça a l'air complètement fou quand on y pense, mais ça permet de penser que ces sources, qui existent donc depuis le IIe siècle, continuent à produire à l'heure actuelle, et probablement que ça continuera beaucoup très longtemps après. Mais c'est impressionnant de savoir que ces sources continuent à couler avec la même efficacité depuis toutes ces années. Et ça, c'est des chiffres que j'ai retrouvés dans un livre qui est paru en 1934, mais les contrôles sont faits assez régulièrement, et on se rend compte que ces sources continuent à produire. Voilà. Et ce sont également ces sources, pour en revenir à la question du lavoir, qui alimentent la fontaine qui se trouve juste à côté du lavoir, et dont l'eau du lavoir est captée par des tuyaux juste en dessous de la fontaine. Merci. Avec plaisir. Comment sont-ils alimentés? Alors, le lavoir, puisqu'il n'y en a qu'un, est alimenté également par une fontaine qui est juste à côté et par une installation de tuyaux qui va sous la fontaine et qui permet de récupérer l'eau, alors que pour le coup est encore l'eau de la Foue et qui alimente le lavoir. Alors, le lavoir, depuis un certain nombre d'années, est beaucoup moins utilisé maintenant puisque tout le monde peut se permettre d'utiliser les machines à laver, etc., directement à la maison. Mais il faut savoir que ce lavoir a servi très longtemps, jusqu'en fait, au début du XXe siècle, et où les gens se précipitaient pour aller laver leur linge, et pas que le linge d'ailleurs, au lavoir qui se trouve donc placé avenue des Poilus. Et ça sera intéressant dans votre recherche autour des fontaines d'y aller faire un tour, parce que c'est un lieu qui a conservé tout son intérêt au niveau du patrimoine, et de penser à son histoire, ça vous permettra d'évoquer un petit peu la vie de nos ancêtres. Merci. Rivière qui coule autour de Vence. Alors, je disais tout à l'heure dans l'introduction que l'histoire de Vence et de l'eau, c'est donc les sources, les fontaines et les rivières. Et Vence a la chance d'avoir 3 rivières qui l'entourent d'une certaine manière. Le Malvan, qui passe pas très loin d'ici, en dessous du vallon de la Cine. La Lubiane, qui est une petite rivière qui rejoint la Cagne au niveau de Vaugelade, à un endroit où on allait se baigner quand on avait votre âge, où la Lubiane rejoint la Cagne. Et la Cagne, donc, qui est la troisième rivière de Vence. Il y en a donc 3, le Malvan, la Lubiane et la Cagne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces rivières sont régulièrement contrôlées pour bien vérifier qu'elles ne sont pas polluées. C'est arrivé il y a quelques années, on s'est rendu compte justement, après certaines analyses, que l'eau de la Cagne avait été polluée, et il y a eu tout un travail qui a été fait autour de la dépollution de la rivière. Et ça prouve qu'elles sont contrôlées de manière très régulière, et ça permet de se rendre compte qu'elles sont toujours très propres. Comment peut-on savoir si l'eau de ces rivières n'est pas polluée? Justement, par les contrôles qui sont faits régulièrement, à la fois dans la Cagne, dans la Lubiane. Alors, il faut savoir que le Malvan, qui coule pas très loin d'ici, est ce qu'on appelle une rivière irrégulière. C'est-à-dire qu'il y a certains endroits où on ne la voit pas du tout. Elle réapparaît un petit peu plus loin, puis elle disparaît à nouveau dans le sol un petit peu plus loin. Et c'est la rivière qui est le moins alimentée. Elle est surtout alimentée lorsqu'il y a de fortes pluies. Et là, pour le coup, on la voit couler de sa source jusqu'à l'endroit où elle rejoint le Loup. Mais le Malvan, c'est vraiment la rivière la moins importante au niveau du flux de l'eau par rapport à la Lubiane et la Cagne. Merci. Alors, la Lubiane et la Cagne, surtout la Cagne, qui est un repère de pêcheurs, puisque beaucoup de pêcheurs vont dans la Cagne, ce qui est un synonyme aussi de propreté. Ok, merci. Comment l'eau vient par seconde? Alors, comment l'eau vient par seconde? En fait, tu veux savoir d'où elle viendrait, Oui. l'eau à la source. Oui. Alors ça, c'est le grand mystère. Parce que la source, tout le monde sait où elle est, mais cette source, elle est captée, c'est-à-dire l'endroit où on capte l'eau qui va dans des tuyaux, et ces tuyaux vont vers la ville pour alimenter les fontaines, les fontaines s'agissant de la Foue, et les appartements s'agissant de la source du Rioux. Mais d'où vient-elle cette eau? On a l'impression qu'elle sort de la montagne. Ce qui est vrai, d'ailleurs, puisque la source
est situé au pied de la montagne ou au milieu des rochers. Donc on peut s'imaginer que c'est un réservoir naturel qui est derrière cette source. Et ça a passionné les écrivains de la Provence pendant des années de savoir par quel mystère cette eau se renouvelait en permanence. Quand on pense que simplement la source de la Foux produit 10 litres par seconde, on se demande d'où vient cette eau. Mais on continue de se le demander. On imagine qu'il y a un réservoir naturel, quelque part, qui permet à cette eau de se renouveler de manière complètement naturelle et récurrente. Et le travail de tous les sourciers, alors on se souvient qu'à l'époque, quand vous voyez des films anciens, vous verrez des gens qui se promènent avec une espèce de baguette qu'on appelle une baguette de sourcier, et une baguette qui s'agite au moment où on trouverait de l'eau. Et ça a été pendant des années le passe-temps et la mission même d'un certain nombre de gens qu'on appelait des sourciers, qui étaient chargés de découvrir justement ces sources, et qui permettent donc d'accéder à ces réservoirs naturels, qui permettent ensuite d'alimenter les fontaines et les villes en ce qui concerne Vence. Merci. Tout à l'heure, vous avez parlé de poissons et de pêcheurs, mais je voulais savoir quel genre de poissons les pêcheurs pêchaient. Ah, alors ça, c'est pas ma spécialité, mais je peux parler d'un genre de poisson particulier qui est la truite, parce que du côté, dans les bords de la Cagne, il faut savoir que les rivières à Vence avaient aussi la particularité, évidemment, de contenir des poissons, ce qui faisait le bonheur des pêcheurs, mais qui permettait aussi d'installer à côté des moulins, puisqu'on a perdu complètement ça de vue. Mais Vence, dans l'histoire, a compté un certain nombre de moulins à huile, de moulins à farine. Alors vous allez me dire, pourquoi pas de moulins à vent? Il y avait un seul moulin à vent, à Vence, qui était sur la montagne, du côté du Baudet Blanc, mais il n'y en a eu qu'un. Pourquoi? Parce qu'ici, ça fait partie des endroits où, justement protégés par la chaîne des Baous, il n'y a pas vraiment suffisamment de vent pour alimenter les moulins à vent. En revanche, les moulins à huile et les moulins à farine étaient installés au bord de la Lubienne, et c'était l'eau de la Lubienne qui était utilisée pour les moulins. Pour en revenir aux truites de la Cagne, il faut savoir qu'au bord de la Cagne, à un certain endroit, entre Vence et la Gaude, se situait une entreprise qui élevait des truites, et c'était l'entreprise de Saint-Bille, qui était juste au bord de la Cagne, et qui permettait de confirmer qu'il y avait d'excellentes truites également dans la Cagne. Après, pour les autres genres de poissons, je m'en excuse humblement, comme je ne suis pas pêcheur, je ne peux pas répondre à cette question. Le moulin à vent est-il toujours présent aujourd'hui? Alors le moulin à vent, malheureusement, n'existe plus. Et pour les anciens Vensois, il y a encore un endroit qu'on appelle le tournant de l'ancien moulin à vent, mais ça ne concerne vraiment que les anciens. Comme on parle aussi de l'ancien, de la rue de l'ancien passage à niveau, qui est du côté de l'Étoile, juste au pied de la route qui va au col de Vence, parce que c'était l'endroit où passait le train à une époque et où existait le passage à niveau dans les années 40 et au début des années 50. Merci beaucoup. Avec plaisir. Pourquoi cette merveilleuse source est meilleure que les autres? Alors, c'est une bonne question. Pourquoi la source de la Foux est meilleure que les autres? Alors, lorsque vous ferez votre tour des fontaines, vous allez voir que juste, en ce qui concerne la fontaine du Perrat, à l'entrée de la cité historique, du côté de la place du Grand Jardin, vous allez voir une plaque dans laquelle sont gravées les qualités spécifiques de l'eau. Ce qui fait également qu'à l'époque des Romains, les sources de la Foux étaient réputées dans toute la Provence et même au niveau du pays entier pour la qualité des bains qu'on pouvait prendre à Vence. C'est pour ça que la ville attirait aussi la grande bourgeoisie romaine. Alors pourquoi elle est meilleure? Alors c'est d'abord en raison de ses qualités particulières, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à une certaine époque, les Vensois préféraient aller chercher l'eau à la Fontaine Vieille, dont ils pensaient qu'elle était encore meilleure que l'eau de la Foux. Pourquoi? Parce que les gens disaient que l'eau de la Foux, elle est peut-être de temps en temps un petit peu moins bonne à cause de l'endroit où elle circule. Elle circule dans des tuyaux qui sont peut-être un peu anciens, qui sont peut-être un peu abîmés, et du coup, ça remet en question sa qualité. Et du coup, les Vensois préféraient aller la chercher avec des ânes, des mulets ou avec de grands bidons à la Fontaine Vieille, qui est donc rue de la Fontaine Vieille, un peu à l'extérieur de la cité historique. D'ailleurs, je vous expliquerai en dehors du reportage, à l'endroit où vous pouvez aller voir. Alors maintenant, il n'y a quasiment plus rien. Il y a quelques flaques d'eau qui font se souvenir qu'à une époque, il y avait une fontaine, mais il faut savoir qu'à l'époque, il y avait une source complètement naturelle qui jaillissait à cet endroit, et les Vensois avaient compris que c'était là qu'il fallait aller chercher l'eau pour les boissons,
parce qu'ils pensaient qu'elle était encore meilleure que celle de la Faux. Malheureusement, la Fontaine Vieille a disparu parce que c'est une source qui avait été repérée de manière complètement naturelle et qui a disparu aussi de manière complètement naturelle. Et déjà à l'époque, les Vensois, les anciens, disaient qu'elle coulait à certains moments, puis elle s'arrêtait, et puis elle recoulait. Ils appelaient ça se perdre. Ils disaient la source, elle coule, et puis après elle se perd, et puis après elle recoule. Voilà, mais c'était l'endroit préféré des Vensois pour aller chercher l'eau pour la boisson et la cuisine.